Hôte de ses pairs à Kinshasa ce mardi, Félix Tshisekedi a été désigné par la communauté économique des États d'Afrique centrale qu'il préside comme facilitateur de la crise tchadienne. Il a évoqué notamment une grande responsabilité. Une accalmie s'observe dans l'est du pays où les FARDC sont engagés au front de la manière la plus virulente ces dernières heures. Nos correspondants de la région nous confient que certains villages sont récupérés par l'armée loyaliste sans coup de feu. À la veille du débat sur le vote du budget 2023, Christophe Mbosso a battu le rappel des troupes au sein de l'Union sacrée. Pour éviter une énième surprise au sein de ce mariage, les élus se sont retrouvés au fleuve Congo Hôtel. Rishi Sunak est le premier Britannique d'origine indienne à devenir chef de gouvernement en Grande-Bretagne à l'âge de 42 ans. Il succède à Liz Truss qui n'a pas pu tenir longtemps après la présentation de son mini-budget. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le deuxième sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, sur la situation au Tchad a eu lieu ce mardi 25 octobre à Kinshasa. Les 4 chefs d'État, à savoir Félix Tshisekedi, Mahamat Déby, Sassou Nguesso et Faustin Archange Touadéra, ont été présents à ce sommet et ont désigné le chef d'État congolais comme le facilitateur de la crise tchadienne. Il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Excellences, Madame et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la CEAC, Mesdames et Messieurs les représentants des chefs d'État et de gouvernement des États membres, Mesdames et Messieurs les ministres des États membres de la CEAC, Monsieur le Président de la Commission de la CEAC, Mesdames et Messieurs, je m'en vais clore mon discours en vous souhaitant un bon retour dans vos pays respectifs. Entre-temps, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a réuni à l'hôtel du fleuve Congo lundi les députés nationaux et ministres membres de l'Union sacrée pour la nation pour une communication importante. Au menu, préparatif de l'examen et débat du projet du budget 2023 à l'Assemblée nationale, mais aussi la réduction du train de vie des institutions de la République, en commençant par la présidence de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, la primature, y compris tous les ministères du gouvernement central, parmi les points importants, et les participants ont martelé dessus. Une accalmie s'observe depuis quelque temps dans la cité frontalière de Bunagana après la force de feu des forces armées de la République démocratique du Congo contre les pro-rwandais du M23. La société civile dénonce une réorganisation des rebelles avec l'aide justement du gouvernement rwandais. Jean-Claude Babanzé est le président de la société civile de Rutshuru depuis Bunagana. Bon, d'abord, je vais infirmer. Donc, Bunagana est toujours sous contrôle de rebelles M23. Sinon, par rapport à la situation actuelle, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une accalmie sur toutes les lignes de front, notamment à Musezero, du côté de l'axe Rwanguba à Bunagana, Antamugenga et aussi Kazuba. Partout là, c'était un calme aujourd'hui. Cependant, on est en train, en tout cas, d'avoir des informations certifiées, comme quoi l'M23 serait en train de se renforcer avec des troupes du RDF qui arrivent sur toutes les lignes de front, bien armées, en grand nombre. Et visiblement, ils ont l'intention de vouloir couper la route RND pour à la fin imposer le dialogue. Parce que depuis qu'il y a eu un discours du chef de l'État, et même le discours du président chef de l'État,
pour dire qu'ils ne seront pas acceptés pour le dialogue. Il y a eu des agitations et comme ils savent qu'ils ne seront pas invités dans des dialogues, alors ils sont en train de vouloir faire tout pour récupérer certaines localités afin d'avoir un motif d'imposer le dialogue. Bon, il ne peut pas rentrer pendant qu'il y a la guerre. D'ailleurs, je peux vous dire que depuis les jeudis passés, il y a eu encore un grand nombre de déplacés à Delta-Mourienne qui se sont ajoutés sur les déplacés d'Atan. Et présentement, ils vivent vraiment une situation très, très, très chaotique. Et c'est vraiment un désastre humanitaire parce qu'ils sont là, ils n'ont pas encore reçu d'assistance, ils sont à la belle étoile, vraiment les petites cases là qu'on a construites sont en tout cas en petit nombre par rapport à ceux qui sont arrivés. Il y a des enfants qui ne savent pas comment aller à l'école, il y a des gens qui commencent à mourir à cause de la faim. Bref, il y a vraiment un désastre humanitaire qui nécessite une intervention urgente de la part du gouvernement et ses partenaires. À propos du message du porte-parole du gouvernement rwandais prenant de façon à peine voilée la défense du mouvement rebelle M23, Patrick Muyaya, ministre de la Communication, a réagi ce soir dans un communiqué officiel. Ce comportement est de l'avis de Kinshasa un aveu de plus que c'est bien le Rwanda et personne d'autre qui agresse la RDC et que la force de feu entamée se poursuivra jusqu'à la fin de cette humiliation qui n'a que trop duré et donc la libération de Bunagana. Le bureau politique de Génération 4 a, au cours d'une réunion extraordinaire sur la situation politique au pays, dénoncé l'agression du gouvernement rwandais. Le parti politique de Gaston Fumu-Tshamba exige par ailleurs les retraits du M23 et appelle tous les Congolais à un sursaut patriotique pour accompagner le commandement suprême des forces armées et soutenir nos FARDC. Négociation entre le gouvernement congolais et le mouvement du 23 mars. Génération 4 de Gaston Fumu-Tshamba dit non et préconise un dialogue franc entre Congolais où la communauté internationale sera associée. Aujourd'hui, nous décidons d'aller en guerre contre le Rwanda. Il faudrait savoir que, au niveau de nos troupes, nous allons enregistrer d'énormes pertes. Plus d'une fois, les Congolais ont manifesté leur désapprobation contre cette énième agression de la RDC par le Rwanda. À cela s'ajoutent différentes négociations faites entre les gouvernements de l'époque avec ces mouvements rebelles. Mais jusque-là, aucune solution favorable n'a été trouvée selon le parti de Gaston Fumu-Tshamba. Plus d'une fois, les Congolais ont clairement manifesté leur désapprobation contre cette énième agression dans la République démocratique du Congo par le gouvernement rwandais. Les Congolais sont fatigués, estime G4. Il est temps de lever des meilleures options. Le G4 constate que les Congolais sont fatigués des multiples cabales du gouvernement rwandais et ses amis dans notre pays et qu'il est plus qu'important que tous les Congolais se retrouvent autour du chef de l'État et de notre gouvernement dans la logique de cohésion nationale en interne. Téné, Génération 4, va organiser une tournée populaire à travers la République pour dire non à la décision de dialoguer avec les agresseurs de la RDC. Durant 3 jours, il s'est tenu à Kintele, en République du Congo, la 8e Assemblée Générale et le 9e colloque international du Forum de l'Inspection Générale d'État d'Afrique et institutions assimilées. L'IGF est parmi les invités de ces assises qui ont tablé sur le contrôle de l'ordre administratif face aux défis de la bonne gouvernance. Parmi les délégations des pays membres qui ont assisté à ces assises figure la République démocratique du Congo avec l'OCEP et l'inspection générale des finances représentée par l'inspecteur général des finances chef des services adjoint Victor Batubenga. L'Assemblée générale du Forum international des inspections générales des États d'Afrique et institutions assimilées s'est terminée par l'adoption de 20 résolutions, parmi lesquelles celles relatives à l'adoption des différents rapports d'activité, des rapports des commissaires aux comptes, les budgets annuels du FIG et l'Institut du Forum des inspections générales
des États d'Afrique l'examen et l'adoption du règlement intérieur ainsi que des manuels des procédures administratives et financières et amendement des statuts de l'Institut. Le colloque a permis aux participants de suivre les orateurs bien sélectionnés sur de sous-thèmes liés au thème principal. Ils ont ainsi eu l'occasion de discuter et d'échanger d'expériences vécues sur terrain. Le premier ministre du pays hôte, Anatole Makosso, s'est réjoui de la tenue de ces forums qui touchent du doigt les grandes préoccupations des pays membres, entre autres la bonne gouvernance, qui n'est pas une option, mais plutôt une exigence. La bonne gouvernance, elle n'est pas une option, elle est une exigence. Elle permet d'avoir une administration performante et des services publics de qualité au service du citoyen. La généralisation des principes de bonne gouvernance permet de surmonter les nombreux défis en évitant tout abus. Les forums des inspections générales des États d'Afrique et institutions assimilées tient ces assemblées générales et colloques après 2 ans. Une exception pour cette fois-ci, ce forum est organisé après 4 ans en raison des difficultés liées au Covid-19. Lutte contre le réchauffement climatique. Les scientifiques congolais ont, dans un mémorandum déposé ce mardi à l'ambassade de l'Allemagne à Kinshasa, dénoncé les grands pays pollueurs du monde et proposé des pistes de solutions pour permettre aux pays africains de s'en sortir des effets néfastes du changement climatique. Le réchauffement climatique est devenu une menace existentielle. Les scientifiques ont averti et ont publié, mais jusque-là, la situation semble être très alarmante. Le Nord et l'Occident sont les premiers pollueurs de la planète, mais l'Afrique, victime des effets négatifs de la dite pollution, dans sa souffrance injuste, continue à subir jusqu'alors de pressions de ceux-là pour la protection de la planète sans contrepartie. En Europe, l'Allemagne est le premier pays pollueur qui rejette près de 23% des émissions de CO2 de l'Union européenne. C'est dans ce sens que les scientifiques de la République démocratique du Congo ont reformulé 3 recommandations dans ce mémo lu sur place avant d'être déposé à l'ambassade de l'Allemagne à Kinshasa. Selon les rapports de l'ONU, la limite fixée par les États lors de l'accord de Paris de 1,5 degrés Celsius pourrait être atteinte d'ici 2025. Cela veut simplement dire que dans 10 ans, nous allons dépasser cette limite. Alors, le gouvernement doit avouer cet échec afin d'agir à la hâte. Nous ne voulons pas que la COP27 soit une COP de théorie, mais que ça soit pragmatique. Nous demandons l'annulation de toutes les dettes climatiques et la reconnaissance de la dette écologique du Nord envers le Sud. Rappelons que cette démarche vient appuyer la position du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, refusant même de céder à la demande de l'ancien secrétaire d'État américain John Kerry de renoncer à certains blocs pétroliers après les travaux de la pré-COP 27 tenus à Kinshasa. Le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou, a procédé à l'ouverture des assises concomitantes de 3 ateliers en prélude de 9e jeu de la francophonie prévue en 2023 à Kinshasa. C'était en présence du secrétaire général à la jeunesse, Thérèse Mbouji, de la secrétaire générale de la Conféges et du représentant du comité national de 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Ces assises de 3 jours porteront essentiellement sur la formation sur les enjeux et modalités des recrutements, déploiement et gestion des bénévoles, le séminaire des officiels techniques d'athlétisme, de judo et de lutte, le camp d'entraînement pour les jeunes athlètes, filles et garçons de 18 ans et plus, ainsi que les fédérations d'athlétisme. Lors de son discours d'ouverture, Yves Bounkoulou a signifié que ces jeux étaient une véritable aubaine pour la jeunesse congolaise qu'il faudrait à tout prix capitaliser. Le jeu de la francophonie, c'est un jeu de la jeunesse. Ils ne peuvent s'organiser sans le jeune. Et le volontariat, comme le bénévolat, sont des concepts très importants qui, à travers le monde, accordent aux jeunes ces bénéfices de pouvoir travailler pour une cause d'intérêt général. C'est aussi une action de solidarité qui est un pilier important de la coopération au développement. Le ministre de la Jeunesse a rappelé que le volontariat, tout comme le bénévolat, sont des concepts qui permettent à toute personne ayant des compétences de se mettre au service d'une cause d'intérêt général. La RDC, avec Félix Tshisekedi, a pris un bon nombre d'initiatives et mesures fortes qui visent la mise en place des politiques publiques liées au volontariat.
L'un des axes d'action de la politique publique du volontariat en République démocratique du Congo est de promouvoir une citoyenneté active pour une cohésion nationale. En parlant des Jeux de la francophonie, justement, nous sommes dans ce journal avec le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Monsieur Isidore Kwanja Nkembo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, première question, comment évolue d'abord à l'heure actuelle la préparation des Jeux? La préparation évolue normalement. Nous avons deux phases. Il y a la construction des infrastructures, il y a l'organisation matérielle. Au niveau de la construction des infrastructures, nous attendons d'avoir toutes les infrastructures pour fin mars. Au jour d'aujourd'hui, les travaux évoluent normalement. Au niveau de l'organisation, nous avons mis en place des commissions qui travaillent notamment sur l'hébergement, les transports, la sécurité, la santé, et tout cela évolue normalement. Nous venons de recevoir une grosse mission de l'OIF qui est arrivée ici à Kinshasa, d'une trentaine d'experts qui nous accompagnent dans les préparatifs des 9e Jeux de la francophonie, qui vont également participer au grand tirage qui va avoir lieu le 29 octobre. Ça c'est très bien, mais dites-nous, pour vous, quelle est la grande symbolique, avant d'aborder la thématique, la grande symbolique de cette organisation à Kinshasa? Parce qu'on a vu, en RDC, on a vu le président de la République très impliqué, très déterminé récemment avec les ambassadeurs justement des pays membres de la francophonie. Mais vous savez, je ne peux pas vous l'apprendre ici, la RDC est le plus grand pays francophone. Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde. Nous avons à ce titre organisé déjà un sommet de la francophonie en 2014 ici en RDC. Puis maintenant, nous nous apprêtons à organiser ce Jeux de la francophonie. C'est pour nous une opportunité pour investir dans les infrastructures sportives, pour investir dans la jeunesse congolaise. C'est vraiment la raison pour laquelle le président de la République a accepté d'accueillir la 9e édition des Jeux de la francophonie ici à Kinshasa pour pouvoir investir dans les infrastructures. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire les infrastructures pour les judo, pour les baskets, pour le tennis de table, pour la lutte africaine, pour la lutte libre. Ce sont toutes les infrastructures que nous n'avions pas. Mais avec les Jeux de la francophonie, après les Jeux de la francophonie, nous allons avoir toutes ces infrastructures-là. Alors, c'est vraiment un événement important et qui va dans le sens du développement des infrastructures sportives pour notre pays. Est-ce que vous pouvez nous parler du tirage au sort qui aura lieu au Pullman ce 29 octobre? De quoi s'agit-il? Justement, c'est-à-dire que pour l'organisation des Jeux, comme vous le savez, il y a 9 activités sportives, 11 activités culturelles. Parmi les activités sportives, les activités phares, c'est le football, c'est le basket. Alors, nous avons prévu d'organiser les tirages au sort pour sélectionner les équipes qui vont jouer entre elles. Donc, c'est vraiment un événement important qui marque également un pas décisif dans l'organisation matérielle de la 9e édition des Jeux de la francophonie. Donc, cet événement va avoir lieu à Pullman le 27 et 29 octobre à 17h exactement. Ce sera relayé par plusieurs médias au niveau national et au niveau international parce que c'est un événement, vous savez, la francophonie, c'est 88 États gouvernements membres ici des 5 continents. Donc il y a plusieurs États qui vont participer à cette 9e édition et donc cette sélection c'est vraiment pour marquer un pas décisif dans l'organisation pour assurer l'opinion publique nationale et internationale que la RDC est déterminée à organiser cette 9e édition ici à Kinshasa. Merci beaucoup, Monsieur Isidore Kwanja Nkembo. Je rappelle que vous êtes le directeur national de 9e Jeux de la francophonie. C'est moi qui vous remercie. Autre chose à présent, au Parti Lumumbiste Unifié, le coordonnateur de la jeunesse François Wendo a reçu à Kinshasa plus de 500 adhérents, tous membres de la dynamique des jeunes Congolais pour la révolution et pendant ce temps en province, l'heure est à la redynamisation des activités du parti sur instruction du secrétaire général Willy Makiashi. Les états-majors du Parti Lumumbiste Unifié sont en ébullition à travers toutes les provinces de la RDC. Cette formation politique affûte déjà ses armes pour la réélection du chef de l'État Félix Tshisekedi, son candidat à la présidentielle de 2023. Le parti cinquantenaire compte également remporter plus de sièges aux élections législatives nationales et provinciales. À Kinshasa, le coordonnateur national de la jeunesse nationaliste du Palou, Maître François Wendo, a présidé au siège de cette formation politique la cérémonie d'adhésion de plus de 500 jeunes, tous
membre de la dynamique des jeunes Congolais pour la révolution. Sur instruction du secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, plusieurs hauts cadres du Palou ont été envoyés en province pour la redynamisation des activités de cette formation politique. De Mbandaka à Ilebo, en passant par Kisangani jusqu'à Kikwit, Lubumbashi, Goma, Bukavu, les émissaires du secrétaire général Willy Makiashi ont appelé la population à soutenir les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Des milliers de militants du Palou ont été également appelés à s'enrôler massivement lors du lancement de cette opération par la CENI. Lubudi, Kipinji, Musonoy, Munanga ont constitué la deuxième étape de l'itinérance entamée la semaine dernière par Olivier Kiboko Munongo à l'intérieur du Lualaba. Son message est unique, prêcher la vision politique du chef de l'État en perspective de 2023, année électorale. Le week-end dernier n'a pas été du tout reposant pour Olivier Kiboko Munongo Moussiri. Il en a capitalisé pour poursuivre avec son périple dans le territoire de Lubudi. Nouvelle étape, nouvelle énergie. Olivier Kiboko Munongo Moussiri a pris l'axe de Kipinji, Moussonoy jusqu'à Monanga dans la chefferie de Mwanamwadi. Objectif, palper les réalités que vive la population de ce coin et proposer des projets visant le développement selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple d'abord. Quand partout il est passé, Olivier Kiboko ne cesse de demander aux Congolais de faire encore confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, afin de lui accorder un second mandat pour que ce dernier pérennise ce vent de développement qu'il insuffle et qui regorge des multiples projets de grande envergure. Il a mentionné le projet 145 territoires. À Kipinji, par exemple, ce sont des habitants de ce coin qui l'accueillent. Ovations et chants d'honneur ont été remarquables pour ce digne fils du terroir. Devant l'assistance, Olivier Kiboko Munongo Moussiri a insisté sur la présidentielle de 2023 qui pointe déjà à l'horizon, pour laquelle il plaide pour Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui lui permettrait bien entendu d'achever ce qu'il a entamé et dont les effets sont palpables, même dans le coin et recoin de la République, à son avis. Cap vers Munanga, situé à 35 km de Kipinji. Ici, Olivier Kiboko est considéré comme leader politique de ce territoire et il a été chaleureusement accueilli par les femmes, les jeunes et vieux de cette partie de la province du Lualaba, afin de l'écouter. Enfin, pour jeter l'encre, des pièces de pagne et des jeux de vareuse ont été distribués par Olivier Kiboko Munongo Moussiri à Kipinji et à Munanga, œuvre de sa fondation qui soutient énergiquement et idéologiquement la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Équateur, le gouverneur de province Bobo Boloko poursuit les travaux de construction des routes ainsi que l'électrification des grandes artères de la ville de Mbandaka par les lampadaires du système des panneaux solaires. Après avoir éclairé les avenues Bonsomi, Mouji, Mobutu, Deyale du Congo au centre-ville, les avenues Bangala et Péchère au quartier Basoko, l'avenue Lumumba au quartier Air Congo, Losangania à Bokotola, les marchés Pacha et 12 apôtres à Mbandaka 2, c'est maintenant le tour de l'avenue Itela au quartier Mbandaka 2 d'être revêtu de sa plus belle des robes. Éclairé du début jusqu'à la fin, une satisfaction pour les bénéficiaires de ces coins. Partout, bapaoli biso banzela, ateli biso balampadaire, et ça emana noté. Mais na lukaga vraiment, na kutana pa na féliciter. Umela vraiment tokoloba on a comme nzambe parce que son muta osala makambo malamu, il faut te féliciter. Par les efforts du gouverneur des provinces Bobo Boloko, il ne reste plus que quelques grandes artères telles que Mobutu, l'axe menant vers l'aéroport, Yassanyama et Révolution pour que toute la ville de Mbandaka soit éclairée. La gouverneure de la province du Olomami, Yumba Kalenga Isabelle, revient d'une mission officielle dans le Haut-Katanga où elle a participé au séminaire basé sur la vaccination de routine. Une rencontre organisée par la fondation Bill et Melinda Gates avec tous les gouverneurs du Grand Katanga. Elle revient d'une visite officielle dans le Haut-Katanga. Isabelle Yumba Kalenga est retournée ce mardi à Kamina, dans la province du Olomami où elle est gouverneure. Elle s'y était rendue à l'occasion d'un séminaire organisé par la fondation Bill et Melinda Gates avec tous les gouverneurs du Haut-Katanga dans le but d'augmenter la couverture vaccinale. Nous sommes réunis dans un atelier de renforcement de la vaccination de routine qui avait pour seul objectif
l'augmentation de la couverture vaccinale. La province sert aujourd'hui d'une province modèle par rapport aux performances déjà prouvées. Mais nous avons aussi préféré passer par Malemankoulou, lancer les travaux de la réhabilitation de la route Malemankoulou et Moulongongoya et aussi les travaux de forage de puits d'eau. Nous avons aussi lancé les travaux du projet de 145 territoires, un projet de développement initié par le président de la République. J'ai cité son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a été une joie pour toute la population de Olomami en général et je dirais en particulier pour le territoire de Maléman. Isabelle Yumba a profité de la même occasion pour inviter la population du Olomami à faire comme elle pour construire le Olomami, longtemps dominé par les turbulences politiques. Clôture ce mardi à Goma de l'année académique 2021-2022 et lancement officiel de celle 2022-2023 dans le programme de master et de doctorat organisé par l'Université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL Goma, en partenariat avec l'Université Tchang du Cameroun. Dans ce point de presse tenu à l'ULPGL Goma, il a été question de parler de la collaboration entre l'ULPGL et l'Université de Tchang. Pour cette première année, 28 candidats ont fini en master, selon le professeur Kennedy Bindou, vice-recteur en charge des affaires académiques à l'Université libre des pays des Grands Lacs. Il salue la qualité des formations offertes par les enseignants venant du Cameroun. Nous avons estimé que cette université qui nous a déjà donné ces produits, qui a fait déjà la preuve de l'offre de formation, en formalisant cela, c'était ouvrir en fait le couloir pour permettre encore à beaucoup d'autres de bénéficier de cette formation et indirectement toute la jeunesse congolaise de bénéficier de cette formation. C'est ainsi que nous nous sommes dit, Tchang était pour nous une bonne institution. Le professeur titulaire Jean Joya, vice-recteur en charge des enseignements professionnels à l'Université de Tchang au Cameroun, a également salué l'engagement pris par l'ULPGL pour amener les professeurs jusqu'à Goma. En lançant officiellement ce programme, l'Université libre des pays de Grands Lacs a mis tous les moyens, je dois le dire, parce que assurer le voyage des enseignants, assurer leur séjour ici à Goma, je parie que c'est une incontestable gageure pour une institution qui est pas évidemment une institution privée. Malgré la pluie de ce lundi, les membres de l'ANC ont marché dans les rues de Kinshasa en vue de soutenir les actions du chef de l'État et du ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. La manifestation avait été annoncée le week-end dernier et devait avoir pour point de chute le palais de la Nation. Ils l'ont fait, même la pluie n'a pas eu raison de leur détermination à soutenir les actions du chef de l'État et du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Tout est parti conformément à l'itinéraire donné de la place royale. Ils étaient plus d'1 millier à marcher, malgré les précipitations de ce début de semaine. Passons à côté de l'hôtel du gouvernement, puis par la fonction publique, les membres de l'avenir de la nation congolaise, conduits par leur coordonnateur Papin Kongolo, ont déposé leur mémo au palais de la nation, bureau officiel du président de la République. Son contenu a été lu à la presse par le conseiller juridique de l'ANC. Que c'est éligible à la retraite pour une sortie honorable, chose jamais connue, l'admission sous statut de plus de 23 000 agents non payés, la couverture médicale pour tous agents fonctionnaires de l'État et leurs dépendants, la prise en charge des frais funéraires des agents de l'État, l'amélioration des ratios des retraités, chose qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'administration publique de notre pays. Au regard de ces réalisations plébiscitées au sein de l'administration publique, l'ANC a appelé au maintien du ministre Jean-Pierre Liaou dans les prochains gouvernements. Qu'il plaise à votre Excellence de bien vouloir reconduire son Excellence Jean-Pierre Liaou Eboua, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le mouvement créé il y a peu à Kinshasa entend multiplier ses actions dans ce sens sur toute l'étendue du territoire national, mobilisé en faveur de Félix Tshisekedi et de Jean-Pierre Liaou. Déjà présente à l'intérieur du pays, l'ONG Tous Unis pour un Congo émergent est en passe de faire son entrée dans la capitale. Le dimanche, son initiateur avait présenté la mission de l'organisation non gouvernementale aux futurs adhérents.
C'est dans le district de Tchangou, à Massina précisément, que l'ONG fait ce premier pas dans la capitale. Franck Kabunda prend contact pour la première fois avec les futurs membres de son organisation, tous unis pour un Congo émergent, c'est son nom. Ses objectifs, renforcer les capacités, au mieux donner des formations dans le but de rendre plus attractifs dans le marché les jeunes entrepreneurs, initier à des professions autonomisantes pour les jeunes filles, optimiser les rendements des femmes maraîchères et encadrer les jeunes désœuvrés. La rencontre a pris les allures d'une consultation où presque les potentiels membres se sont livrés à cœur ouvert sur leurs expectations. Ceci prouve que nous avons une raison noble pour nous lancer dans cette heureuse aventure. J'ai vu des mamans parler avec passion, le larme coulait aux yeux, ça m'a interpellé et ça m'a touché. Ceci c'est un message à plusieurs leaders, à plusieurs décideurs, qu'il y a deux gens qui comptent sur nous et nous devons nous lancer sur terrain pour parvenir à l'aide de plusieurs personnes. Le président de l'ONG, Franck Kabunda, a donc expliqué à ses hôtes la mission de l'ONG avant de présenter l'équipe des formateurs. La maçonnerie, l'électricité, la conduite automobile, la coupe et couture, l'esthétique et l'hôtellerie et plusieurs autres formations dans la gestion de projets, l'entrepreneuriat. À ce jour, l'ONG est déjà implantée dans quelques villes de la RDC, notamment à Lubumbashi, à Kolwezi et à Kalemi. Le lancement officiel à Kinshasa se fera dans plus ou moins 3 mois. La nuisance sonore se porte très bien à Kinshasa malgré l'interdiction des autorités compétentes. Ce phénomène se constate dans les églises mais aussi les bars. Cette situation perturbe la quiétude des citoyens. Plus de détails avec nos reporters qui ont fait le tour de certains coins. Nous observons à Kinshasa, dans le quartier résidentiel, les nuisances sonores diurnes et nocturnes qui dérangent bon nombre d'habitants. Les églises sont en presque compétition entre elles, les bars également. Cette guerre dérange la population qui habite les environs et en serait la principale victime. La tranquillité étant capitale pour un équilibre moral et la bonne concentration particulièrement des élèves et autres couches de la population. Fatigués par ces bruits, les riverains de ces terrasses et bistrots ont lancé leur cri d'alarme en invitant la police de veiller à l'application des décisions des autorités municipales. La loi qui a été promulguée, normalement c'est très logique pour sécuriser aussi le sommeil des gens. Mais ce que moi je déplore, on a l'habitude de promulguer des lois, mais il n'y a pas de suivi. Par rapport à Kalana et Lilo, différemment aux années antérieures, l'État s'est personnellement impliqué ces derniers temps. Si vous dépassez 22 heures, vous faites le bruit, on va confisquer vos baffles et vos instruments. Pour récupérer, il faudrait des amendes de $200 ou plus. Après 6 journées de travail, un divertissement sain s'impose pour la plupart, mais qu'à cela ne tienne, ce parti des plaisirs des uns ne doivent pas pour autant devenir un obstacle au bon repos des autres. L'État congolais, ayant pour mission également de réglementer ces phénomènes, doit s'assurer aussi du respect des mesures prises il y a peu. Le roi Charles III a reçu officiellement Rishi Sunak au Buckingham Palace ce mardi pour sa nomination en tant que Premier ministre en remplacement de Liz Truss. Il a ensuite prononcé son premier discours devant le 10 Downing Street. Le nouveau Premier ministre a averti des décisions difficiles à venir pour réparer les erreurs commises sur Liz Truss, poussé à la démission après une tempête financière provoquée par son programme économique. Après sa victoire au sein de sa formation, le parti britannique, Rishi Sunak a rencontré dans la matinée le roi Charles III pour officialiser sa nomination en tant que Premier ministre britannique. Après son entretien avec le souverain de 73 ans, l'actuel Premier ministre britannique s'est ensuite rendu à Downing Street où il a prononcé un discours. Il s'y est de signaler que c'est la 3e nomination de chef de gouvernement en 2 mois que connaît le Royaume-Uni, un pays confronté à une grande crise économique. Ancien ministre des Finances et ex-banquier, Rishi Sunak est devenu à 42 ans seulement le plus jeune Premier ministre de l'histoire du Royaume-Uni. Après une montée fulgurante en politique, il est également le premier d'origine indienne et le premier d'une colonie britannique à accéder à ce poste. Il promet stabilité et unité dans un pays déjà confronté à une grave crise économique. Le risque de récession économique est palpable. L'inflation dépasse les 10%, la plus haute dans les G7. Le prix de l'énergie et de l'alimentation flambe. Liz Truss a souhaité bonne chance au plus jeune Premier ministre britannique quelques heures avant leur entrevue avec le roi Charles III. Malgré sa victoire,
Il est très loin de faire l'unanimité. Selon un sondage YouGov, seuls 38% des Britanniques sont satisfaits de sa victoire à la tête de ce gouvernement. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, a relancé ce mardi 25 octobre les travaux de parachèvement d'installation des sièges au niveau du supérieur du Stade des Martyrs. 18 000 sièges vont s'ajouter sur les 30 000 déjà installés, en attendant les restes qui vont arriver progressivement. Détrompez-vous, ce n'est pas le technicien en charge de la pose des sièges ici au Stade des Martyrs. C'est plutôt le ministre des Sports et Loisirs, Serge Kondé, qui fait office des techniciens afin de poser symboliquement une chaise en guise de relance de travaux d'installation des chaises ici sur les gradins du Stade des Martyrs. Objectif, rendre ce temple omnisport aux standards internationaux. Nous sommes venus lancer les travaux de la continuité de ce chantier du Stade des Martyrs. Comme vous le savez, on avait placé plus ou moins 30 000 au premier gradin. Il était question qu'on habite tout le stade. C'est un stade qui avait été conçu pour 80 000 places assises. À travers ce geste symbolique du ministre Kondé, c'est un lot de 18 000 sièges arrivés à Kinshasa qui vont s'ajouter aux 30 000 déjà en place. Selon la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous voulons offrir aux sportifs kinois un stade moderne, digne de la RDC. S'agissant du délai des travaux, le ministre Kondé rassure. Fin novembre, les travaux devront être livrés. L'essentiel, c'est d'avoir un bijou, un travail bien fini. L'essentiel n'est pas la précipitation, mais avoir un travail bien fini pour l'avenir des sportifs congolais. Il faut noter que l'objectif final demeure celui de remplir totalement ce stade des sièges. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Hôte des CPR à Kinshasa ce mardi, Félix Tshisekedi a été désigné par la communauté économique des États d'Afrique centrale qu'il préside comme facilitateur de la crise tchadienne. Il a évoqué notamment une grande responsabilité. Une accalmie s'observe dans l'est du pays où les FARDC sont engagés au front de la manière la plus virulente ces dernières heures. Nos correspondants dans la région nous confient que certains villages sont récupérés par l'armée loyaliste sans coup de feu. À la veille du débat sur le vote du budget 2023, Christophe Mbosso a battu le rappel des troupes au sein de l'Union sacrée. Pour éviter une énième surprise au sein de ce mariage, les élus se sont retrouvés au fleuve Congo Hotel. Rishi Sunak est le premier Britannique d'origine indienne à devenir chef de gouvernement en Grande-Bretagne à l'âge de 42 ans. Il succède à Liz Truss qui n'a pas pu tenir longtemps après la présentation de son mini-budget. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.